d'investir la ville. Mais on a été étonnés parce que, avec mon photographe, qui lui connaissait mieux à l'époque le Liban que moi, on entendait des tirs au sud de Beyrouth, autrement dit dans la zone des camps. Nous, on y est allés. Mais à l'époque, il y avait quand même à Beyrouth, je sais pas, 200 journalistes, caméramans du monde entier. On n'a vu personne. On était les deux cons à se dire, c'est bizarre, il y a des tirs dans la zone des camps, il faudrait peut-être y aller. Personne ne s'est dit, on a profité de cette offensive pour massacrer les Palestiniens, du moins les combattre, les chasser, leur faire la guerre. Donc on est arrivé le vendredi, vers 14 h, par Sabra, qui est plus au nord. Et là, on a vu une troupe de gens, mais qui sortaient de l'enfer. Ils ne parlaient pas, ils étaient blancs, ils étaient terrorisés. Il y avait des petits gamins qui traînaient des grands-pères par la main. Enfin, c'était effrayant. Mais ils ne disaient rien. Les Palestiniens, à l'époque, c'était l'un des peuples, même le peuple le plus instruit, enfin scolarisé, même à un bon niveau de la région. Donc, beaucoup parlaient anglais, et là, rien. Donc, nous, imbéciles, on n'a pas très bien compris. Bon. Et on est entré dans le camp, et c'était un peu contrasté. Il y a une dame qui nous a offert le café, et puis à côté de ça, il y avait un môme avec une Kalachnikov à 15 mètres de là qui tirait. Il y a une roquette qui nous arrivait à 5-6 mètres qui n'a pas explosé. Donc, c'était un peu bizarre. Mais vous voyez, quand on connaît les Palestiniens, l'état de guerre, c'est un état tellement normal que bon, on dit bah oui, ça tire, mais bon, bah, on a l'habitude, puis eux aussi, quoi. Et en plus, quand on leur tire dessus, ils ont nulle part où aller, puisqu'ils sont réfugiés. Donc on a trouvé bizarre qu'ils s'en aillent comme ça. C'est drôle, on n'a jamais vu des Palestiniens sortir de chez eux quand ça bombarde. Ils meurent dans leur maison, ils peuvent aller nulle part. Et puis, le soir venant, j'ai dit à mon photographe qui on va essayer de dormir là. Il m'a dit mais ça va pas, si quelqu'un nous découvre, il nous tire dessus, on est mort. Donc on est rentré à l'hôtel. Et le lendemain à 7 h, on est arrivé dans le camp. On a pris la grande allée centrale. Il y avait deux vieillards qui étaient là, morts. Bon bah, il y a eu des tirs, c'était normal, mais sous le corps de l'un d'eux, il y avait un type qui avait mis une grenade dégoupillée. C'est-à-dire que si on bougeait le corps, on prenait la grenade dans la gueule. Donc c'était quand même assez spécial. Et puis, à un moment, j'ai pris une ruelle sur la droite et je suis tombé sur un truc où il y avait une quarantaine de corps d'hommes plutôt jeunes. Certains avaient été émasculés, traînés avec des chaînes et un câble au bout d'une camionnette. Enfin, c'était une boucherie absolument épouvantable. Alors, quand vous tombez là-dessus, vous dites mais où est-ce qu'on est, quoi? Et puis ça a continué de maison en maison. Il y a des gens qui avaient été massacrés en train de manger leur omelette, une femme en train de nourrir ses poules, les seins coupés, violés, des enfants coupés en deux, comme ça. Bon, je sais pas, il n'y a pas de mots pour parler de ça, mais c'est ce qu'on a vu, quoi. Et on a fait des zigzags dans le camp pendant à peu près, je sais pas, 2 heures tout seul. Il y avait un bulldozer qui faisait avec un phalangiste aux commandes, qui faisait un trou près de la cité sportive, puis qui enterrait des corps comme ça à la pelle. Au sud, il y avait toujours les Israéliens qui étaient là, et qui interdisaient à quiconque de sortir des camps, mais nous on ne voyait pas de viande, en plus ils étaient là, ils entouraient le camp. Et au bout d'un moment, moi je me suis mis sur la route centrale, et puis il y avait quand même des journalistes qui passaient, mais on ne voyait pas le massacre si on passait sur la route centrale. Donc je les arrêtais, et pendant une demi-heure, 1 heure, j'ai fait un peu le rabatteur pour montrer ce qui s'était passé. Le lendemain, ce jour-là aussi, la cité sportive à côté avait été transformée en camp de rétention, appelons ça comme on peut. Alors on a trouvé bizarre qu'une armée israélienne, après l'histoire du Veldiv et puis l'image véhiculée par les stades transformés en prison, c'est-à-dire le Chili, tout ce qu'on connaît, utilise la cité sportive comme centre de rétention. Enfin, c'était la réalité.
Et là, il y avait des types des séries spéciaux israéliens qui interrogeaient les Palestiniens, et des camions qui arrivaient, et les types montaient dedans, et on les a pas revus, quoi. C'était complètement fou, quoi, parce qu'il y avait le stade, des barrières métalliques autour, et cette espèce de place où normalement les spectateurs sont joyeux et vont monter sur les gradins. Il y avait des colonnes de types qui allaient vers le stade, et dans ce stade, il y avait des salles d'interrogatoire, des choses comme ça. Le lendemain, on a décidé d'essayer de faire une enquête, parce que vraiment c'était... Alors tout de suite, on nous a dit c'est Haddad. Haddad, c'était les miliciens du Sud-Liban, qui étaient en fait une création absolue de la LS d'Israël, armée et entraînée par Israël. Et bon, Haddad, bon. Et puis on a trouvé sur les murs des triangles avec des flèches peintes, et puis MP, Military Police. On les a suivis à l'envers, et on a vu que ça venait derrière l'aéroport de Chouefat, le secteur chrétien. Et en suivant les flèches dans l'autre sens, ça partait du clan chrétien et ça arrivait jusqu'au camp. Donc on s'est dit, bah, c'est quand même bizarre. Donc on a pu interroger des commerçants, des gens qui vivaient là, et dit oui, on a vu des phalangistes passer en camion à telle heure, mercredi, jeudi, dans leur fin de journée, pour aller vers les camps. Bon, là on a compris que le flash qu'on avait vu, c'était des bombes éclairantes qui avaient permis aux phalangistes, et sans doute aussi à certains commandos israéliens, de rentrer dans les camps plus commodément, parce qu'on les voyait comme en plein jour. Ensuite, j'ai dans Beyrouth même trouvé une source, un banquier qui m'a dit oui, mais ce sont nos troupes, c'est les phalangistes qui sont intervenus à la demande des Israéliens. Bon. Et c'est un fait que plus le temps a passé, plus les informations sont arrivées, plus on s'est rendu compte que les phalangistes avaient été entraînés et armés en Israël, que le chef d'état-major Raphaël Eitan avait dit les phalangistes c'est nos troupes, bon, je ne mettrai pas qu'on fasse une différence entre eux et nous. Dans l'ancien chef QG des Israéliens, on a trouvé sur le mur, il avait laissé ça, c'était un peu bête, un plan d'envahissement des camps avec des flèches qui datait du 17 septembre. Or, dans le même temps, le chef d'état-major disait qu'il n'a jamais été question d'envahir les camps, donc ça semble bizarre. Et j'ai trouvé des témoins qui ont vu Ariel Sharon à la station Elf, qui était à Bir Hassan, c'est-à-dire à l'entrée des camps palestiniens. Donc, voilà, on avait compris que c'était les phalangistes, que ces phalangistes étaient les supplétifs ou comment dirais-je, la force armée israélienne, en fait. C'était la délégation, c'était leurs mercenaires. Ma source principale m'a dit, le fameux banquier, que c'était pas de leur faute, qu'il y avait une pression absolument incroyable, notamment de Sharon, pour liquider soi-disant 2000 terroristes qui continuaient à vivre dans les camps, même après le départ des troupes palestiniennes et d'Arafat. Il fallait les liquider, les chasser. Alors il y avait une volonté politique de chasser les Palestiniens du Liban, de leur faire peur d'une façon générale, pour qu'ils s'en aillent en Irak ou je ne sais où. Et soi-disant les 2000 terroristes. C'est pas le début de la guerre contre le terrorisme, puisque dans toutes les guerres de libération nationale, le type d'en face, c'est un terroriste. Mais dans les temps qu'on va qualifier de modernes, le slogan lutter contre les Palestiniens, c'est lutter contre le terrorisme, c'est vraiment installé à cette période-là, quoi. Et 4 jours plus tard, le 22, j'étais dans le camp comme tous les jours. D'un coup, je vois un camion kaki
hommes qui étaient assis là. Certains avaient les pouces attachés dans le dos avec des fils de fer. Ils rigolaient pas. Hein. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je l'approche et je vois que ce camion, c'était un camion des phalangistes, avec la photo de Bachir Gemayel collée sur la portière, etc. Et j'en crois pas mes yeux, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc je vais voir le colonel français, puisque les Français étaient revenus la veille pour protéger les camps. Il était temps, puisqu'ils étaient morts. Mais enfin, ils sont revenus le mardi pour protéger le camp. Et le mercredi, l'armée française était dans le camp de Sadra-Chatila et les phalangistes continuaient à choper les types. J'essaie d'expliquer au colonel qu'il y a un problème. Il me dit non, c'est les autorités. Je dis non, c'est pas les autorités, c'est les phalangistes. Ah non, c'est les autorités. Bah, un colonel, il voit un type en kaki avec un camion, un béret, un machin, pour lui c'est un type bien, c'est un mec comme lui, quoi. Donc c'est un soldat, et il fait son devoir. Et j'ai pas pu le convaincre que c'était épouvantable. Alors je suis allé à l'agence France Presse, il y avait le boycott, le couvre-feu la nuit. Donc c'était un peu casse-gueule parce que les Israéliens ils tirent d'abord et ils causent ensuite. Et je suis arrivé à l'AFP, j'ai renvoyé un telex à Régis Debray que je ne connaissais pas, mais je me suis dit ça doit être un type bien, Che Guevara, tout ça. Donc il était à l'Elysée, j'envoie un telex pour lui dire qu'il y a un problème. Et puis il ne m'a jamais répondu. Je l'ai croisé par hasard un mois plus tard dans une réunion. Il y avait un type qui fêtait sa thèse de doctorat, qui était un vieux copain à lui, à Normal Sup. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Vous ne m'avez jamais répondu. Mais non, j'ai vérifié auprès des services et à la défense et aux affaires étrangères, et il n'y avait aucun écho de tout ça. Et bon, 8 jours après, la presse anglo-saxonne a raconté l'histoire, comment il y avait peut-être eu 500 disparus supplémentaires qui ont été enterrés dans le terrain de golf ou dans la montagne quelque part. Voilà. Donc c'est l'histoire que j'ai voulu raconter. Depuis 30 ans, j'ai pu constater qu'il n'y avait rien qui avait été de fait sur le plan de l'enquête. Il y a eu quelques écrits, quelques pages dans des livres sur la guerre du Liban, des choses comme ça. Le témoignage d'un salopard de phalangiste qui était l'adjoint d'Obéika, qui a fait une espèce de confession, mais bon, il confesse ce qu'il a envie de confesser. Il y a un film allemand qui s'appelle Massacre, où c'est l'interrogatoire de quelques bourreaux. Mais il n'y a rien eu de majeur, quoi. Bon, il y a eu à l'époque le livre de Genet, 4 heures à Chatila, mais bon, voilà. Sur le plan judiciaire, alors que l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré que c'était un génocide, il n'y a rien eu non plus. Donc, donc voilà, quoi, il n'y a plus rien à dire. Hein. Alors le sujet de la présentation qu'on a choisi, c'est Gaza et les révolutions arabes, parce que je trouve, et c'est normal qu'on parle énormément des révolutions arabes, mais on parle peut-être beaucoup moins de Gaza. On n'en a jamais beaucoup parlé, on va dire, depuis que le Hamas a pris le pouvoir. Mais le sentiment que j'ai depuis maintenant 11 ans, que je vais régulièrement à Gaza, 3 fois par an, cumulé, je crois que j'ai passé plus d'1 an à Gaza depuis une dizaine d'années, eh bien j'ai vu que toute population humaine et peut-être a fortiori soumise à une certaine pression, eh bien continue à évoluer, continue à travailler, continue à construire, continue à se développer, à tel point par exemple que ça m'arrive quand j'ai un ami qui veut aller à Gaza, un journaliste dont je suis sûr qu'il ne va pas raconter des salades, qui veut entrer là-bas, bah j'utilise les contacts que j'ai pour le faire entrer à Gaza. Et ce qu'on me dit à ce moment-là, on lui dit, est-ce qu'il est vraiment prêt à voir ce qu'il va voir? Parce que, eh bien, les Gazaouis, quand ils voient arriver des étrangers, ils nous disent, les étrangers, ils s'imaginent que chez nous, on meurt de faim, qu'on est un repas par jour, que tout le monde meurt dans les hôpitaux, que les salaires ne sont pas payés, qu'on vit toujours au milieu des ruines de la guerre de 2008-2009, et tout ça, c'est pas vrai, et j'en suis le témoin. Ceux qui ont connu Gaza, par exemple, ne serait-ce qu'en 2008-2009, eh bien, ne le reconnaîtraient pas aujourd'hui.